Hello les passionnés d'industrie, alors bienvenue sur le seul média qui parle vraiment des enjeux RH de ce secteur. Et son objectif? Vous partager des stratégies, des astuces et de l'actionnable pour redevenir l'industrie qui fait envie. Je suis Claire Tenaillot, je suis hôte de ce podcast et fondatrice de Be Wanted. Et mon job? Faire rayonner votre industrie. Je vous aide à structurer votre fonction RH et bâtir votre marque employeur. Ensemble, on élabore des stratégies d'attractivité et de fidélisation des talents qui puissent accompagner la croissance de votre industrie. Mais je ne suis pas seule à ce micro. Chaque lundi, je reçois un invité, dirigeant, DRH ou expert d'une thématique RH, pour que vous repartiez avec un shot de bonnes pratiques et de benchmark. Allez, j'ai terminé, c'est parti pour l'épisode et bonne écoute. Salut Alexandre, comment ça va? Salut Claire, bah écoute, ça va très bien. Je suis hyper content d'être là avec toi ce matin. Mais écoute, je sais que tu as régulièrement le podcast dans les oreilles, donc bienvenue sur cet épisode. Je suis très contente de t'avoir. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, chers auditeuristes, non, je m'emballe, on vous a concocté un format un peu spécial. Clairement, on mouille le maillot aujourd'hui. Je sais pas ce que t'en penses. Carrément, on prend un peu des risques, ouais, on teste un format un peu différent. Moi, je suis un peu ému d'être là. C'est assez marrant de passer de l'autre côté du miroir depuis le temps que j'écoute le podcast, mais du coup, hyper content de tester ce nouveau format avec toi aujourd'hui. Bah écoute, allez, je t'embarque dans l'aventure. Donc ce format, on l'a appelé le SAV des compétences. Je sais pas si on sera aussi drôle qu'Omar et Fred, hein, clairement. Mais en tout cas, on va tâcher de vous On va faire un essayer. format qui soit, voilà, aussi instructif, puisqu'on est quand même là pour ça. Bon, on vous en dit plus juste après, en tout cas sur ce nouveau format. Mais clairement, Alex, c'est pas parce qu'on est sur un format spécial et exclusif que tu vas échapper à notre petite routine. Je crois que tu as un peu triché en préparant les questions, mais je compte tout de même sur toi pour être spontané, en tout cas le plus possible dans tes réponses. Alors, c'est parti, mes petites questions rituelles. Assis-toi, allonge-toi sur le divan. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te révolte et qu'est-ce qui te fait peur? Je me suis demandé si j'allais y couper, mais non, effectivement, du coup, non. Écoute, oui, forcément, j'ai déjà entendu ces questions-là dans ton podcast. Euh, Ce qui m'anime, je pense que c'est très lié à mon côté entrepreneur, hein. En fait, c'est la vie un peu en général, quoi. Le plaisir de faire des choses, de vivre des choses, de créer des choses, de construire des choses. C'est comme ça que je me suis retrouvé à monter Empoweril notamment, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, ouais, de manière générale, grosse énergie de vie, de création, de rencontres qui m'anime au quotidien dans tout ce que je fais. Trop bien. Qu'est-ce qui te Me révolte? révolte, me révolte. Ah, Qu'est-ce qui me genre, révolte? vraiment un truc qui, tu vois, puissant, quoi. À part les RH qui ont des Excel de 40 000 lignes et qui galèrent sur leur sujet de compétences au pif. Non, ça, on en parlera Ouais, peut-être après. ok, non, non, je comprends, mais tu vois, un truc plus incarné, Non, quoi, je un pense que truc... moi, je pense que ce qui me révolte, en tout cas, ce que j'ai du mal, c'est le côté, la difficulté d'agir. Je pense que je suis un grand épris de liberté et le moment où je vois des gens qui sont contraints dans ce qu'ils veulent faire, dans leurs projets, dans leurs possibilités d'évolution, enfin vraiment dans tout, hein, genre, je pense qu'effectivement voir des gens contraints et bloqués dans leur énergie de vie et de souhait de développement, c'est quelque chose qui effectivement me frustre énormément. Hmm. Ben, ça, je partage, mais je pense que tu le sais. Et enfin, qu'est-ce qui te fait peur? Écoute, ce qui me fait peur, je pense que c'est un peu un problème, mais malheureusement pas grand-chose. Et je pense que j'ai plutôt un défaut, c'est d'être un éternel optimiste qui est convaincu que
tout va toujours bien se passer et du coup ça a plutôt tendance à me jouer des tours parce que ça va peut-être te parler hein, mais j'ai une to-do qui est trop longue parce que je suis convaincu que je vais réussir à tout faire. Sympa. Euh, voilà, donc non, je pense que je suis très optimiste. J'ai pas peur de grand-chose, même si des fois je devrais être un peu plus pragmatique peut-être. Hmm. Ok. Très bonne réponse. Bon, avant qu'on attaque, euh, ah si, j'ai quand même une question que j'ai failli oublier. On est quand même sur le podcast L'industrie qui fait envie. Donc, pour toi, ça représente quoi, l'industrie qui fait envie? Pour moi, l'industrie qui fait envie, je pense qu'il y a, pour moi, l'industrie, il y a quelque chose déjà c'est un héritage, c'est extrêmement historique, c'est extrêmement chargé en valeur et en importance. Et je pense que c'est un secteur qui aujourd'hui est ultra bousculé, ultra challengé pour plein de raisons économiques, technologiques. Euh, et pour moi, effectivement, il y a un vrai enjeu de maintenir l'héritage qu'on peut avoir là-dessus. Comment est-ce qu'on le valorise? Comment est-ce qu'on le réinvente? Comment est-ce que on le remet, on le maintient tout le temps, le laissant au goût du jour? Et moi, en tout cas, on va en parler un peu, mais l'industrie, c'est un secteur qui moi me parle énormément et où je pense qu'il y a énormément de choses à faire, justement pour que l'industrie continue à faire envie. Euh, et c'est pas facile parce que je pense que voilà, surtout dans ces périodes actuelles, On a un peu de euh, taf. Hmm. voilà, on a du taf. Mais du coup, pour moi, c'est un vrai enjeu et c'est un vrai truc qui m'anime et qui me motive de effectivement comment est-ce qu'on va chercher un secteur historique avec énormément de savoir-faire et de valeurs. Et comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit toujours au goût du jour aujourd'hui et pas juste du passé et des choses qui se soient perdues. Super. Merci pour ça. Je vais te laisser te présenter, mais vu qu'on se connaît, j'ai un peu complexifié les choses. Tu vas Ok. devoir te présenter, mais tu dois glisser 3 mots dans ta présentation qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Tu dois glisser dedans chèvre, claque et cookie vegan. Ok, intéressant. Je l'avais pas vu venir celle-là. Je sais pas si c'est vraiment intéressant, Très mais bien. Ok. c'est ton défi. Ok, allez, c'est parti. Écoute, figure-toi que il y a à peu près 10 ans, j'étais à Madagascar dans une asso, dans une ONG qui élevait des chèvres. C'est complètement vrai. Enfin, c'est vraiment 100% vrai. À l'époque, je bossais en mesure d'impact social à l'étranger, à Madagascar, dans des ONG. Et puis depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Je suis rentré en France, j'ai bossé en France, j'ai monté une boîte. Attends, je te Euh, coupe 2 secondes. On ouais, n'a pas donné ton nom de famille encore. c'est vrai. Donc Alexandre Malarevitch, voilà. Ce qui n'a rien à voir avec Madagascar. Et donc je suis rentré en France, monté une boîte qui s'appelle Empowill. On est spécialisé sur le sujet des parcours carrière. Ça, on en reparlera plus tard. Euh, et, euh, et comment est-ce que j'en suis arrivé là? En fait, je pense que ça a toujours été un souhait de travailler sur le sujet de la formation, de la montée en compétences. Euh, et avec mon associé, on a commencé à monter cette boîte, on s'est dit, mais on a un peu envie de dépoussiérer le secteur, de mettre un peu une claque aux éditeurs Et de de 2. logiciels, voilà, aux éditeurs de logiciels historiques, notamment sur un sujet qui était que les, les logiciels RH sont très peu pensés pour des populations terrain. Euh, tout ce qui va être entretien annuel, parcours de formation, etc. En fait, quand on a des populations qui sont sur le terrain, donc dans l'industrie évidemment notamment, mais aussi euh, le retail, l'agroalimentaire, le BTP, le transport, tout ça, c'est des salariés qui effectivement sont très éloignés du digital. Et en fait, les solutions RH pour digitaliser les entretiens annuels, l'évaluation des compétences, des choses comme ça, c'était pas du tout pensé pour. Et on s'est dit, ok, il y a un vrai coup à jouer là-dessus pour apporter de la valeur à ces entreprises-là.
pour moi, ça avait du sens. C'était un peu dans la lignée de ce que je faisais avant, qui était aussi, je faisais de la mesure d'impact social, donc il y avait vraiment cette logique d'apporter de la valeur et de créer de l'impact chez les boîtes avec qui je travaillais. Et du coup, aujourd'hui, aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'on a monté la boîte. C'est un plaisir au quotidien. C'est un peu comme des cookies vegan, quoi. C'est chaleureux et surprenant à la fois. Et donc, ouais, la boîte grandit bien. On a plus de 400 DRH qu'on accompagne. On est présent dans toute la France et un peu aussi en Europe. Et ça fait plaisir d'élargir un peu nos horizons avec d'autres projets et notamment en bossant avec toi sur tous ces sujets-là. Trop bien. Bon, je sais pas trop si je valide le cookie vegan, mais Non, allez, on sait très bien que tu le valides pas. je ne valide pas le cookie vegan. Non, non, non. Je me rattraperai Euh, la prochaine fois. Ok, ça marche. Mais allez, tu t'en es pas mal tiré. Bravo et merci pour ta présentation. Plaisir. Je reprends la main 2 petites secondes déjà. Merci à tous, vous les auditeurs sans qui ce podcast, évidemment, n'aurait pas la même saveur. Toujours ravi de vous accompagner dans vos oreilles. Pensez à voilà, me faire vos petits retours. N'hésitez pas, vous pouvez commenter aussi sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me faire un petit message sur LinkedIn où vous voulez. Ça me fait toujours trop plaisir d'avoir vos retours. Vous pouvez aussi repartager certains épisodes, les envoyer à vos potes ou à vos managers ou à vos boss. Des fois, c'est pas mal utile aussi. En tout cas, merci pour tout ça. Bon, après cet instant promo, Alex, on disait qu'on préparait cet épisode et aussi celui de lundi prochain sont des Mhm. épisodes un peu spéciaux. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs pourquoi? Carrément. En fait, on bosse depuis plusieurs mois, tous les deux, sur un projet un peu secret en sous-marin. Euh, on s'était rencontrés à la base pour pas du tout pour ça, mais à force d'échanges, on s'est un peu rendu compte qu'on avait cette petite idée au coin de la tête qui nous parlait, qui nous animait et qu'on avait envie de crever. Et on s'est dit, ok, mais vas-y, on y va ensemble. On le fait ensemble. Voilà, exactement. Et ce sujet, c'était tout simplement le sujet de monter une communauté RH spécialisée sur le sujet de l'industrie. Et donc effectivement, on a lancé il y a quelques semaines déjà le QGRH. Le QGRH, c'est large, un peu plus large que l'industrie. C'est-à-dire qu'on on s'intéresse, enfin, on accueille les RH de tous les secteurs terrain en général. Donc un peu ce que je mentionnais tout à l'heure, BTP, agroalimentaire, etc. Mais nous spécifiquement, effectivement, on travaille vraiment sur le sujet de la verticale de l'industrie et comment est-ce que on arrive à créer une communauté pour tous les RH de l'industrie, pour échanger, pour partager des bonnes pratiques, pour partager aussi des inquiétudes, des questions, des outils, des méthodes. Et vraiment, parce qu'on a cette conviction très forte que aujourd'hui, c'est aussi dans le partage entre pairs et énormément dans le partage entre pairs que les RH s'améliorent, apprennent, se soutiennent aussi, parce que ça fait du bien de se rendre compte que d'autres On gens a ont les les mêmes mêmes problèmes. galères. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est effectivement dans ce cadre-là qu'on fait ces 2 épisodes-là. Et c'est aussi un peu enfin, la couleur qu'on a envie de donner à cette communauté, c'est participatif, très à l'écoute. Vraiment, on est là pour aider cette communauté. Et donc, on s'est dit, vas-y, on fait les choses différemment. On va pas juste papoter pendant 2 fois 1 heure, mais on va aller chercher vos problèmes. Et donc, on a lancé un sondage, on a eu plein de réponses, et on a du coup plein d'appels à vous partager. Exactement. Écoute, moi j'ai trop hâte, effectivement qu'on avance là sur notre verticale industrie, de commencer à accueillir les premiers membres qui commencent à taper au portillon. Exactement. Et c'est aussi parti d'un constat, assez clair. Déjà le prolongement du podcast, moi j'ai de plus en plus de RH, de DRH qui me sollicitent en disant: «Mais est-ce qu'on n'a pas un espace où on peut se retrouver, Claire?» Désormais, il existe, et il existera dans les prochaines semaines, spécialement dédié en tout cas, aux enjeux RH de l'industrie et aussi parce que clairement le sujet, il n'est pas traité. Mm. Effectivement, on ne trouve pas ou très peu
À moi? Pardon. Non, mais C'est il vrai. existe trop peu de contenu, d'informations, de formation, de partage dédiés aux enjeux de l'industrie qui sont Mm. quand même très, très différents de ce qu'on peut trouver dans d'autres secteurs. Donc, c'est aussi dans ce sens-là que on a décidé, si je peux compléter, Ouais, complètement, de complètement. lancer le QGRH et surtout la verticale dédiée à l'industrie. Super, bah écoute, je te remercie beaucoup. Donc, ce sondage-là, on a aussi commencé en fait à sonder un peu nos communautés respectives, enfin en tout cas nos audiences respectives sur qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme première formation dans le QG. Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat, Alex? Eh ben, en gros, alors on avait plusieurs thèmes. Il y avait un sujet sur le recrutement, la marque employeur, l'IA et les compétences. Et 50% des retours sur le sujet des compétences. Donc vraiment écrasante majorité sur ce sujet-là. Donc on s'est dit, bah, on attaque par ça, quoi. Complètement. Donc, l'idée aujourd'hui, parce que tu sais que moi j'aime bien être cash, on se dit les choses. L'idée, c'est clairement de vous mettre l'eau à la bouche sur ce que vous allez trouver en termes de contenu et de formation dans le QG. L'idée, c'est aussi de vous donner un aperçu de ce qu'il y aura dans cette première formation et de toute la valeur que voilà vous y trouverez. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et évidemment, il est temps qu'on attaque et qu'on ouvre la hotline, notre messagerie, comme tu le disais. En tout cas, on a reçu pas mal de sollicitations. Donc, on a dû faire des choix. Mais je te propose, Alex, qu'on attaque avec la première question. Carrément, avec grand OK? plaisir. Ouais. C'est bon, t'es prêt? Mhm. SAV des compétences, bonjour! Bonjour tout le monde. Alors moi, c'est pas vraiment une question, mais je dois faire comprendre à mon dirigeant qu'on doit construire un parcours d'accompagnement et clairement, il s'en fiche un peu, c'est pas vraiment la priorité pour lui. Est-ce que vous auriez des clés pour que je puisse lui faire comprendre que ce n'est plus une option? Hmm. Je sais pas ce que tu en penses, elle est pas mal cette question, Alex. Elle est bien pour commencer. Euh, Ouais, je pense que ça pose le cadre, ça pose un contexte. Ouais, ça d'entrée de pose jeu. un. Ouais, très clairement. Ok. Très clairement, Bon, ouais. alors, toi, qu'est-ce que t'en penses? Euh, bah moi, j'aurais envie de prendre le sujet dans l'autre sens, en fait. Avant de se poser la question de comment est-ce que je lui fais comprendre que c'est plus une option de pas bouger, j'essaierai de comprendre qu'est-ce qui lui fait croire que c'est une option de pas bouger. J'essaierai d'aller effectivement chercher déjà décortiquer ouais en fait c'est quoi l'image mentale que va avoir que a ce dirigeant aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui euh, il croit que effectivement l'accompagnement, la formation, tous ces sujets-là effectivement ils sont pas si prioritaires que ça. Je pense que déjà, l'approche qui, c'est plutôt d'essayer de comprendre avant de rentrer tout de suite en opposition. Pour moi, ça aide parce que derrière, ça permet aussi de comprendre les leviers qui sont les plus importants et d'orienter son discours pour aller taper sur vraiment ce qui est important et pas tout de suite taper à côté. Ça, pour moi, c'est la première question. Euh, et après, ce qu'on voit, nous, et ça, j'ai l'exemple d'un client en tête, client qui n'était pas spécialement donc un RH qui arrive dans une organisation, il venait d'un grand groupe, donc lui il était très habitué à des process très structurés sur tous ces sujets-là. Euh, il arrive et il se rend compte que il y a très 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 peu d'écho à toutes les problématiques de formation, de compétences, etc. Et en fait, pour réussir à faire en sorte que le dirigeant et l'équipe de direction, le codir en général, s'approprie ces sujets, il a été extrêmement business. Il a donné des chiffres, il a montré Hmm. combien ça coûtait. Et en fait, qu'est-ce qui a fait bouger la direction? En l'occurrence, le taux de turnover. Le taux de turnover, pas juste le taux de turnover au global, le taux de turnover sur certaines fonctions clés, euh, avec vraiment typiquement on était dans l'industrie, donc c'était des, des personnes clés sur des chaînes de production qui avaient vraiment des rôles d'organisation, etc. Et en fait, ça a été intéressant de pas juste présenter le turnover, mais de dire en fait sur ces postes-là
qui sont clés. Regardez, on a quasiment, le taux de turnover atteignait quasiment 30%, en disant, vous vous rendez compte, en fait, tous les 3 ans, on a renouvelé 100% de notre parc sur ces opérateurs-là. C'est colossal, non seulement comme coût, mais derrière comme perte de productivité, de compétences. En fait, rendez-vous compte de ce qu'on pourrait faire si jamais on avait ce chiffre qui ne serait-ce si jamais il diminuait de moitié. On passerait à une fois tous les 6 ans, ça n'a rien à voir, quoi. Et c'est le genre d'argument qui a réussi à faire bouger la direction, qui était effectivement très orientée business, chiffres, productivité. Et ça, c'est ce que le RH avait pris le temps de comprendre avant. Euh, donc voilà, moi je dirais effectivement ces deux trucs-là. D'abord, chercher à comprendre les leviers qui vont toucher sa direction et son dirigeant. Et dans un deuxième temps, je pense que très souvent les chiffres et les chiffres business et les chiffres business détaillés et ancrés dans la réalité, mis en contexte et pas juste théorique, souvent ça fait bouche. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, il faut parler le même langage que son dirigeant, qui est souvent le langage du business et de la productivité. Ouais, Euh, Évidemment. Comprendre pourquoi. Après, il y a un truc tout bête qu'elle rappelle du cadre légal aussi, tout de c'est même. vrai aussi, clairement. Après, effectivement, pas forcément le faire de manière frontale, mais de dire bah, quel est le sens aussi de ce cadre légal dans la construction des parcours de montée en Mm, compétences, etc. Et pour te rejoindre, je pense que l'une des premières choses pour convaincre que c'est un vrai sujet pour aujourd'hui, mais un vrai sujet aussi pour demain, c'est d'apporter du factuel et de la mesure. Ça rejoint un peu ce que tu disais, mais je propose de rentrer un peu dans le détail. Typiquement, il y a une stat qu'on sait que je ressors souvent, mais elle pique tellement. Aujourd'hui, on est en novembre 2025 au moment où on enregistre. D'ici 5 ans, en 2030, on va perdre 50% des actifs dans l'industrie puisqu'ils vont partir en retraite. Donc, ouais. c'est colossal. Aujourd'hui, on sait déjà que nous n'aurons pas suffisamment de compétences disponibles en 2030. Voilà, c'est factuel et c'est mathématique. Ça veut dire quoi pour une boîte? Ça veut dire que bah, derrière, tu as forcément une pyramide des âges qui est vieillissante. Donc, des risques de perte de compétences qui sont critiques, et critiques dans le sens de la rareté, de la pérennité des savoirs dans l'entreprise, dans le sens de l'orientation stratégique de la boîte. Donc, déjà, apporter du factuel là-dessus. Voilà, on a une pyramide des âges qui est vieillissante, on va avoir tant de départs en retraite. Ces personnes-là disposent de telles et telles compétences qui sont critiques pour telle raison. Parce que ces compétences doivent supporter notre orientation stratégique dans 5 ans, parce que ces compétences sont rares en interne, elles sont rares sur le marché, parce que ces compétences, elles sont difficilement transmissibles, etc., etc. Donc ça, je pense que déjà, c'est la première des choses. Mm, Mettre le doigt effectivement les indicateurs, qu'est-ce que ça représente cette fuite de compétences? Bah, en termes de turnover, en termes d'absentéisme, en termes mais vraiment d'aller dans le détail de la mesure. Combien, ça représente quoi, jusqu'à quand? Enfin, mm. vraiment de tirer à fond, la pelote. Et c'est là qu'on va rentrer dans une démarche héroïste, qui va nécessairement parler aux dirigeants. Ouais, complètement Après, le pour. poisson pourrit par la tête, hein. Pardon. C'est vrai. Non, mais complètement pour te rejoindre là-dessus. Ce qui marche bien aussi, nous, ce qu'on a vu, hein, c'est encore une fois, c'est des chiffres très concrets pour la direction, mais c'est en fait, voilà, là, la cadence, vous voulez l'augmenter, vous pouvez pas. La, cette nouvelle ligne de prod ou ce nouveau produit ou cette nouvelle offre que vous voulez lancer, on n'a pas les compétences pour la lancer. Ce produit à forte marge, parce qu'on a aussi vraiment, c'est allé jusque-là, hein. On sait que ce genre de produit, cette ligne de produit, il y a une énorme marge dessus. Euh, eh ben, on ne peut pas en produire plus. On ne peut pas en produire plus, on a des retards qui s'accumulent, alors que c'est le produit sur lequel vous margez le plus. Ça fait mouche. Ça fait mouche parce qu'on est effectivement, on n'est pas juste sur de la théorie, regardez, dans 20 ans, on aura perdu 50%. Non, en fait, là, il y a de la marge que vous perdez parce qu'on n'est pas capable de suivre au niveau de la prod. Mais parce que tu vois, je pense aussi qu'il y a un truc, c'est que tout part de la vision stratégique. J'enfonce une porte ouverte, hein, mais On est obligé de le dire. parfois, voilà.
on doit le dire, voilà, on doit le rappeler parce que ça va quand même mieux. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit calquer le développement RH et le développement des compétences sur les enjeux stratégiques de la boîte. Comme tu le dis, si la boîte, pour développer sa compétitivité, elle a besoin de développer un nouveau produit, on va dire high ticket, ok, super génial. C'est quoi la déclinaison en plan d'action? Comment ça se traduit dans la stratégie RH de la boîte? Et donc, je sais que dans 3 ans, je veux déployer une nouvelle ligne de prod ou un nouveau produit parce que c'est ce que le marché attend. Très bien, mais de quelles compétences on va avoir? Et clairement, ça s'anticipe. On va pas se dire 6 mois avant de recruter de quoi je vais avoir besoin. Non, tout ça, ça s'anticipe. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut faire comprendre aux dirigeants. Et pour intervenir beaucoup sur ces sujets-là de feuilles de route stratégique, c'est quand même un gros maillon manquant. Et souvent, quand on leur explique de cette manière-là, c'est écoutez, vous n'arriverez pas à atteindre vos enjeux business et votre feuille de route stratégique si on n'a pas une déclinaison cohérente côté RH. Donc, on doit aussi avoir une posture, voilà, en tant que RH affirmée sur ces sujets-là. Ouais, Euh, complètement d'accord. Moi, juste pour te compléter, l'image qu'on utilise nous, c'est on prend l'image d'une voiture. C'est pas terrible, mais ça marche très bien. On dit, ok, en fait, là, vous avez une Ferrari. Votre boîte, c'est une Ferrari. Vous êtes hyper ambitieux. Vous avez des ambitions stratégiques très claires. Mais en fait, c'est quoi le moteur à l'intérieur? Et si jamais vous avez un moteur de Twingo dans votre Ferrari, en fait, c'est con parce que ça ira pas très vite, quoi. Et ça leur parle. En fait, il faut que le moteur soit aligné avec les ambitions strat, quoi. Ouais, et puis je pense un truc essentiel qu'on peut piquer aussi à Toyota et leur philosophie depuis 1950. Merci à Taishi Ono. Il y a un de leurs gros principes qui est guidé par les hommes. Et donc en fait, dans cette philosophie majeure du Lean qui a révolutionné la psychologie sociale industrielle, il y a vraiment, voilà, la compétence, c'est le cœur de l'entreprise. Ouais. Voilà. Mais bon, après, je pourrais parler de ce sujet-là pendant des heures et tu le sais. Ok, écoute, Et je moi pense. aussi. Donc en plus, je vais pas Ouais. t'aider. Bon, écoute, il faut qu'on fasse des choix. On a du mal, Ouais. toi et moi, mais on Allez. avance. Euh, on a une deuxième question. Je vous propose qu'on prenne le temps de l'écouter. Bonjour à tous les deux. Moi, j'ai un sujet concernant la transmission des savoirs. Dans ma boîte, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, dans le sens où j'ai des managers qui ont conscience qu'il faut former, mais de l'autre, j'ai des collaborateurs qui ne veulent pas forcément transmettre. Est-ce que vous auriez des pistes pour débloquer ce genre de situation? Bon, là, effectivement, on est sur une question qui est pas franchement évidente et un cas du quotidien. Je pense que tout le monde va se reconnaître dans cette question-là. Je te tends la balle. Je te laisse commencer par Je répondre, te Mathieu. laisse te débrouiller avec ça. Vas-y. Ouais, c'est hyper intéressant comme question. Je pense qu'il y a 1000 choses à en dire. Par quel bout je prends le truc? Alors déjà, pour moi, il y a quelque chose de très systémique là-dedans. Euh, En fait, je pense que c'est beaucoup plus complexe que la personne veut former, la personne ne veut pas former. Et je pense que la part de volonté individuelle sur cette question-là, elle est en réalité, sociologiquement et socialement parlant, assez faible. Euh, on n'a pas juste envie de former et de transmettre ou pas. On a envie de former dans un contexte. Et pour moi, la vraie question, c'est ça. C'est est-ce que le cadre et le contexte est propice à ce que des gens forment et aient envie de former. Euh, quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas les outils, quand c'est pas valorisé, quand on va pas nous dégager du temps ou quoi que ce soit, la moindre reconnaissance, euh, et qu'on a en face de nous des gens qui ne sont pas partants pour être formés, évidemment
qu'on va avoir des collaborateurs qui n'ont pas envie de transmettre. Évidemment qu'on va avoir des managers qui n'ont pas avoir envie de prendre le temps pour transmettre, etc., quoi. Et donc, je pense qu'il faut vraiment se poser la question, c'est qu'est-ce que on met en place d'un point de vue systémique et en termes de cadre pour que les gens aient envie de former. Et donc, ça passe par quoi? Ça passe par énormément de choses. En amont, ça passe par du sens, de la vision, expliquer pourquoi on fait ça, expliquer pourquoi c'est important, expliquer pourquoi est-ce que ça va apporter des choses à l'échelle de l'organisation, à l'échelle de l'individu. Déjà, je pense que ça, c'est un premier élément important. Euh, Comment est-ce que on prend en compte la réalité et les contraintes de la personne qui va former? En fait, oui, on demande à un collaborateur de transmettre, mais est-ce que du coup, est-ce qu'on va lui dégager du temps pour le faire? Est-ce qu'on va lui enlever une partie de ses missions, ou est-ce que vraiment concrètement, est-ce qu'il va avoir 2 heures de son temps vraiment dédié pour préparer ce qu'il va dire, par exemple? Euh, D'un point de vue très très opérationnel, quelqu'un qui est sur une chaîne de prod ou sur un chantier toute la journée, est-ce qu'on lui demande de former à la fin de la journée quand il est crevé, ou est-ce qu'on lui demande de le faire encore le matin, ou, enfin voilà, à un moment qui est propice aussi? Donc, est-ce qu'on adapte? Est-ce qu'on adapte le cadre? Est-ce qu'on adapte le temps, etc. Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit pas vécu comme une contrainte? Euh, Hmm. et, 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 et pareil sur le sujet de la valorisation sociale, en fait. Qu'est-ce que c'est un formateur dans une boîte? Est-ce que un formateur, je caricature, hein, mais est-ce que c'est quelqu'un qui se tape la corvée des RH et qui globalement il fait un peu chier tout le monde parce qu'il va prendre 3 personnes dans une salle parce qu'on lui demande de le faire? Bah Et non, puis il est personne payé n'a envie. 3 centimes d'euros de plus de l'heure, Exactement. ou pas du tout. Ou pas du tout, parce qu'en fait on considère que voilà. Et c'est Ou normal. exactement. Ou est-ce que en fait c'est hyper stylé d'être formateur. C'est quelqu'un qui va être accompagné, qui va avoir Hmm. une prime, qui va être reconnu par ses pairs. Est-ce qu'on fait le club des formateurs? On organise un espèce de cercle de tous ceux qui sont formateurs. Et en fait, d'un coup, les gens ont envie d'être dans ce club, de récupérer leur badge parce qu'il y a une prime, mais pas que. Donc voilà, pour moi, T'aimes bien c'est les communautés, non? ouais, ouais, de ouf. Mais donc voilà, pour moi, vraiment, c'est pas une fatalité, c'est une question de cadre. Et après, juste pour quand même, après, il y a aussi des gens qui ont vraiment pas envie de former, c'est pas leur truc. Et bon, bah, Ouais, faut aussi savoir quand, bon, c'est pas hyper la peine de se essentiel. battre, quoi. Ouais, Ouais, moi les idées se bousculent là dans ma tête, mais je suis assez d'accord, avec ce que tu dis. Je pense aussi qu'il y a un sujet culturel, tu vois, dans bien une sûr, boîte. bien sûr. Pour compléter, je pense que quand tu parles d'enjeux systémiques, en fait, derrière, il y a un enjeu culturel aussi. Heu, il faut vraiment, travailler de manière méga factuelle sur la définition des compétences, un référentiel de compétences. Enfin, voilà, je vais rentrer dans des trucs méga opérationnels et méga chiants, mais qui sont juste la base. Un référentiel de compétences, une matrice, de polyvalence et de polycompétences. Où Mm, sont nos compétences? Quelles sont-elles? Quels sont nos besoins? Et de définir pour chaque compétence, ben, du coup, un niveau de progression, en fait. Et de se dire, bon, OK, je sais pas, sur le métier de technicien essai, qui est un métier, qui sont souvent des métiers hyper techniques, bah, quelle est la progression pédagogique? Et de venir jalonner la progression pédagogique. Pourquoi la jalonner? Bah, simplement, moi, il y a un truc tout bête, mais j'ai déjà été dans des boîtes où j'ai été accueillie n'importe comment, pas formée, où j'ai appris sur le tas, où j'ai galéré. Bah, pourquoi est-ce que moi, je devrais former correctement quelqu'un alors que moi, j'y ai pas eu le droit? mm, mm. Tu vois? Clairement, ouais, Donc bah, clairement. il y a quelque part une notion d'exemplarité. Et si on n'a pas fait ce taf en amont, de vraiment de chercher à lister la notion, enfin à lister l'ensemble des compétences, nos compétences actuelles, mais nos besoins en compétences demain, on sera incapable de mettre en place une véritable progression pédagogique. Et il y a que comme ça que ça deviendra culturel, tu vois, dans une boîte, de se dire, bah, en fait, moi, j'ai été accompagnée, formée, etc. Et ben, je vais faire la même chose parce que je sais que c'est important et parce que c'est ce qui a fait la réussite de mon intégration. Donc,
pense qu'on est sur un vrai enjeu, culturel, qui doit passer par, oui, du sens, des outils aussi, du pratico-pratique, qui doit passer par, effectivement la notion de valorisation, mais on va en parler juste après, de ces différents rôles. Et il y a un truc qu'il faut que je pose là maintenant tout de suite, et c'est un peu pareil pour l'évolution envers des postes de manager. Ce ne sont pas forcément vos meilleurs techniciens, vos meilleurs opérateurs qui sont les mieux placés pour évoluer, en fait. C'est 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 majeur. Oui, très clairement. Et ça, on Et le voit tout le temps. ouais, je te rejoins évidemment 1000 fois sur le côté structuration RH au sens large, que ce soit effectivement référentiel de compétences, les fiches de poste. Pour moi, c'est la meilleure manière de donner du sens. Euh, Lier compétences à des postes, en fait, quand on n'est pas juste là à se former pour se former, ou même pas se former pour développer une compétence, mais en fait, on est là pour se former, pour aller vers un poste qu'on peut atteindre parce qu'on sait on maîtrise déjà 80% des compétences du poste, par exemple. Ça, c'est, je pense, un très très bon moyen de donner du sens. Euh, et oui, je te rejoins aussi 1000 fois. Les meilleurs formateurs sont pas toujours, ça arrive, mais pas toujours les meilleurs experts. En fait, c'est une vraie compétence à part aussi de la pédagogie. Euh, et effectivement, c'est pas toujours le cas. Et peut-être un dernier point, c'est aussi le côté donner du sens. Euh, je pense que ça peut arriver. Il y a un côté assez valorisant à être le seul ou la seule à détenir une compétence Mmh. dans une organisation, dans un service, etc. C'est hyper, enfin c'est chouette hein, de se dire il y a que moi qui sais faire ça. Ouais. Ça donne le sentiment d'être indispensable, etc. Ça aussi, alors du coup, pour un RH, pour un dirigeant, c'est un énorme risque de savoir qu'il y a quelqu'un qui effectivement est plus dur à remplacer. Euh, mais du coup, comment est-ce qu'on traite ce cas-là? Il faut réussir à valoriser la personne pour ce qu'elle sait et qu'elle se sente pas dévalorisée de ne plus être la seule à savoir ce qu'elle sait. Ouais, exactement, Excuse-moi. Moi, exactement. j'ai quelques pistes de réponse après, mais vas-y, je te laisse finir ton Non, développement. mais en fait, vraiment, c'est effectivement juste cette question-là et donc bah, derrière, il y a effectivement valoriser le fait d'être formateur, rassurer la personne sur le fait qu'elle ne va pas être remplacée, et c'est beaucoup de visibilité, de projection, de montrer que bah, en fait, oui, ce poste, il va exister ailleurs, enfin bref, voilà, c'est vraiment cette logique il faut être très conscient aussi de l'impact psychologique des gens et comment est-ce que l'organisation RH et la structuration RH permet de bien répondre à ces enjeux-là. Ouais, puis tu vois, je pense si on tire la pelote là de ce que tu viens de dire, moi il y a un truc que je vois aussi souvent, et particulièrement sur des postes, tu vois, qui vont être très manuels, Mm. heu, où tu acquiers le geste, Ouais. par l'expérience souvent. C'est la difficulté en fait, le savoir, il est dans la tête. Mm. Donc, à un moment se pose la question, lorsqu'on a une compétence qui est critique, elle peut être critique pour différents facteurs, mais elle peut être critique, aussi parce qu'elle n'est pas traçable ou pas tracée. Oui. Parce que souvent, il y a quand même un minimum de choses qui sont traçables. Et ça, c'est un truc que je vois tout le temps. En fait, tu sais que j'ai fait beaucoup d'organisations industrielles. Et en fait, c'est directement relié. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si à poste de travail, l'opérateur ou le technicien, il n'a pas de documentation, il n'a pas de mode opératoire, il n'a pas de standard, bah, ça vient complexifier la progression pédagogique. Alors que ces outils-là, ils sont faits pour servir l'opérateur et ils vont vraiment faciliter la transmission. J'arrive sur poste, souvent on est un peu perdu, on comprend pas forcément la chaîne de valeur, etc. Donc déjà d'avoir une sorte de factualisation, voilà, quel est le flux de mon équipe ou de mon îlot ou de ma ligne de prod, quel est le rôle de chacun, ça c'est une première étape. Mais derrière, voilà, moi je dois produire, je sais pas, je fais du repoussage manuel par exemple, je dois produire tel type de pièces. Bah, quels vont être les standards de tel type de pièces? Quelles sont les procédures? Quels sont les temps de chauffe? Enfin,
Voilà, Ouais. je pense que ça, c'est pour compléter, c'est aussi essentiel. C'est très pratico-pratique, mais méga essentiel. Complètement d'accord. Et ben, c'est bien. Faudrait qu'on soit pas d'accord des fois, ce serait pas mal, ça alimenterait un peu le On le peut, le on peut le débat. essayer. Ça va Je être vais pas essayer de facile, jouer mais. l'avocat du diable, tu vois? Je vais changer de casquette. Je propose qu'on zappe la troisième question, parce qu'on l'a plus ou moins traitée. La Ah troisième bah, question, c'était comment valoriser les tuteurs, ouais. hein? Donc, très clairement, tu en as un peu parlé dans tes réponses, donc je pense qu'on peut passer directement à Ça me va. notre question 4. Bonjour le SAV des compétences. Je profite de l'occasion que ce soit anonyme pour poser ma question. Aujourd'hui, et après avoir parlé de GPEC pendant des années, on est censé parler de GEPP. Mais honnêtement, à part le nom, qu'est-ce qui a vraiment changé? On entend encore beaucoup de monde utiliser les deux termes et je trouve ça très confusant. Au fond, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Ouais, bon bah celle-ci, on est sur un classique. Ouais. C'est un poil confusant en même temps tout ça. C'est bien qu'elle ait osé poser la question parce qu'il y en a peut-être encore beaucoup qui se la posent. Mais oui, effectivement, GPEC, GEPP, on en est où? Dis-nous tout. Alors moi, tel que je le résume quand j'interviens sur le sujet, ce que je dis, c'est la G. Faut pas que je me plante. La GPEC, c'est une brique parmi d'autres de la GEPP. En gros, le mouvement qui a été fait, ça a été d'élargir le sujet. Donc GPEC, c'est vraiment centré sur le côté compétences. GEPP, c'est les emplois et les parcours professionnels, donc c'est beaucoup plus large. Et donc moi, ce que je dis, c'est en fait, ouais, aujourd'hui, le terme, on va dire, le plus usité, c'est plutôt GEPP. Et donc moi, ce que je dis toujours, c'est quand vous vous intéressez au sujet de la GEPP, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de choses qui s'intègrent là-dedans. On va parler de compétences notamment, mais aussi d'onboarding, de processus managériaux, de questions sur l'engagement, sur le turnover, enfin vraiment tous ces sujets-là. Mais donc la GPEC, c'est seulement une des briques que vous devez a priori activer pour avoir une GEPP un peu globale et efficace. OK, moi je vais avoir une réponse un peu plus enfin un peu différente, un peu plus différente. Un peu plus différente, très bien, allons-y. Parce que j'ai un enfant de 4 ans. Voilà. Je ne suis plus habituée à parler à des adultes. Non, je rigole. Alors, moi, j'aurais une réponse peut-être un peu plus, on va dire, contextuelle. On parle de GPEC depuis 2005. Honnêtement, avant, j'étais pas en âge de savoir de quoi on parlait. Je n'ai pas remonté le fil jusque-là. On en parle depuis 2005. En 2017, en fait, sur les ordonnances Macron, c'est là qu'on a commencé à introduire le terme de GEPP. En fait, pourquoi? Bah, c'est issu d'un constat relativement simple, le manque d'adéquation entre les compétences développées en interne dans les boîtes et les besoins sur le marché du travail. C'est ça la logique de départ. Donc comment on fait coïncider, tu pas à me dire si je suis pas claire, hein, mais comment on fait en fait coïncider, les besoins en compétences des boîtes sur un marché du travail et donc la nécessité de développer un parcours du collaborateur pour que demain il quitte la boîte. Oui, nous sommes volatiles quand on est salarié, ça fait partie du jeu. Donc en fait, les ordonnances de Macron sont venues redonner de la responsabilité aux entreprises pour que aussi le salarié puisse développer ses propres compétences et son propre parcours de carrière une fois qu'il sort de la boîte et qu'il soit compétitif sur le marché de l'emploi. Voilà. Hyper d'accord avec toi, et tu as raison, j'aurais peut-être dû commencer par là, effectivement, de replacer le contexte. C'est vraiment ce constat en fait, la formation, elle doit être continue. On Mm. ne peut plus, et on a un vrai changement de paradigme qui effectivement est très acté, complètement acté aujourd'hui, mais qui a mis un peu de temps, mais qu'effectivement, on ne peut plus se contenter de la formation initiale. On change de poste, on change de métier, on change de job, on change de carrière potentiellement plusieurs fois dans sa vie professionnelle. Les carrières sont potentiellement de plus en plus courtes. Et pour accompagner ce mouvement-là, il y avait effectivement une nécessité globale à l'échelle des entreprises, de vraiment penser et les mécanismes pour que entreprises,
et individus se mettent vraiment dans cette dynamique d'évolution continue, vraiment de formation Mmh. continue, effectivement. Mais tu vois, moi, ce qui me gêne, c'est effectivement que parfois on oppose heu, soit on oppose GPEC Mmh. et GEPP en disant clairement la GEPP remplace la GPEC, Mmh. alors que c'est pas tout à fait ça non plus. Non, clairement. En gros, à mon sens, effectivement, tout ce qui est alors la GEPP factuellement, aujourd'hui, on a une obligation d'avoir un accord, triennal, et après, il y a des spécificités en fonction du nombre de salariés, Oui, évidemment. oui. Mais en gros, on doit s'assurer de négocier notre GEPP, de manière, triennale. Comment et en fait, c'est assez logique. Comment on déploie notre GEPP? Bah, on la déploie sur la base tout de même d'un besoin en compétences de Mmh. l'entreprise, donc avec une cartographie claire de nos référentiels de compétences, de notre tableau matrice de polycompétences, etc., pour savoir où est-ce qu'on va, où est-ce que va l'entreprise. Ça passe aussi, donc ça c'est ce qu'on va appeler la GPEC finalement, Ouais. le besoin en compétences propre à l'entreprise. Il faut que ce travail soit fait par un diagnostic voilà approfondi. Et du coup, c'est bien que ce soit fait avant la fin de l'accord triennal, hein, histoire qu'on ait de la matière pour le négocier. Donc la GPEC, elle est plutôt collective, alors que la GEPP, c'est quelles actions et qu'est-ce qu'on négocie dans l'accord pour construire les parcours personnels de chaque individu. Et là, ça va passer par quel type de formation, est-ce qu'on fait dans le cadre de l'accord, est-ce qu'on prévoit un abondement du CPF, qu'est-ce qu'on fait en termes de VAE par exemple, qu'est-ce qu'on fait sur la partie bilan de compétences, ça peut être aussi l'organisation des talent reviews qui vont aussi aider à définir les besoins en compétences de chaque individu, de les faire coller à la GPEC, mais surtout de s'attarder au parcours de chaque individu. Voilà, Mmh. j'espère que c'est un peu plus clair, mais effectivement, ça peut être confusant et je trouve que c'est bien d'oser poser la question. Parce qu'à mon avis, la personne qui nous a posé la question n'est pas la seule à se la poser. Ouais, clairement. Moi, je vois effectivement encore souvent un peu de confusion sur le sujet. Ouais, et en même temps, tu as l'impression de Normal, passer un peu pour un neuneu quand tu dis: «Bah oui, mais concrètement, c'est quoi la différence?» Mais non, mais c'est pas si clair que ça, en fait. complètement. C'est juste qu'effectivement, on a 2 enjeux différents, parcours perso, on va dire, du salarié et les besoins compétences, la gestion des besoins compétences de l'entreprise. Évidemment, le but, c'est que ça coïncide le plus possible. Et donc, bah voilà, oui, après, faut creuser, faut gratter, faut faire du diag, hein, c'est ce qui est recommandé de toute façon avant d'entamer la négociation des accords. Tout à fait d'accord. Ok, c'est bon pour toi? Ouais, Eh bah, écoute, on enchaîne. allez. Nouvelle question. Déjà, merci de me faire passer sur le podcast. Alors, moi, je suis sur le terrain et je gère les sujets de GEPP. Concrètement, je me demandais comment est-ce que je l'amène sur le terrain. Bon, clairement, on est dans la suite logique de ce qu'on vient de dire. Alors, faire vivre la GEPP sur le terrain. Si tu veux bien, on change. C'est moi qui commence par répondre. Vas-y, attaque. Parfait. Allez. Comme ça, je peux réfléchir à pas être d'accord avec toi. Moi, j'ai triché un peu, j'ai préparé l'épisode, si tu veux, hein, donc alors bon, on rentre dans le concret, on part du principe que ce qu'on a recommandé un peu plus tôt, tu vois, c'est fait. Qu'on a fait, notre référentiel de compétences, on a commencé à déployer notre matrice de polyvalence et de polycompétences. Il faut qu'elle soit animée et comment on fait pour que tout ça soit animé? Parce que encore une fois, on n'est pas que dans une dynamique d'outils. Je pense que la première chose, c'est de parvenir, voilà, à donner du sens. Si vous n'avez pas aujourd'hui fait ce travail de référentiel de compétences, de matrice de polycompétences, etc., ça peut être pour des TPE, des PME, parfois qui sont pas encore matures sur ces sujets. On blâme pas, il y a d'autres Mmh. prios. En fait, je pense qu'il faut déjà commencer par embarquer les managers parce que rapidement, le sujet qui peut frictionner, c'est quand même la notion d'évaluation. Non, on n'évalue pas l'individu dans le cadre d'un référentiel de compétences. On évalue le besoin en compétences de chaque poste, ce qui est extrêmement différent. On cherche à déterminer quelles sont les compétences qu'il nous faut pour tenir ce poste-là.
Ensuite, on va avoir donc la matrice de polyvalence, de polycompétence qui, elle, va permettre d'évaluer le niveau d'acquisition des compétences actuelles des collaborateurs par compétence et par poste. Donc, c'est là où on rentre dans une notion d'évaluation. Et donc, souvent, les managers, ça grince un peu parce que on n'a pas franchement envie d'évaluer. Oui, mais tu te rends compte, c'est un peu du flicage. S'ils sont pas bons, ils vont se sentir exclus, etc. Alors qu'en fait, non, c'est à partir de là où déjà il faut que le manager, je pense qu'il faut vraiment l'impliquer dans la démarche. Dire, OK, Michel, tu manages une équipe de 50 personnes, c'est vrai que ça va être un gros chantier. Mais ça va te permettre quoi de déployer ces outils? Tu as un absentéisme de Mm. pas moi, 7-8% sur ta ligne. Tu as un turnover énorme de l'ordre de 12-13%. Tu vois, de déployer ces outils, de savoir qui maîtrise quelles compétences, tu vas pouvoir, toi, un peu anticiper, te dire, OK, Kevin, il est absent, mais je peux envoyer Gérard parce que je sais qu'il maîtrise telle et telle compétence. Donc, c'est aussi un moyen de pouvoir pallier à ça. C'est aussi un moyen de te dire, Michel, tu me dis sans cesse que c'est la galère de pouvoir intégrer des nouveaux, etc. Plus on aura de compétences dans les équipes, plus on va pouvoir aussi faire tourner les savoirs, faire tourner les postes, etc. Donc, c'est extrêmement simple pour toi. Et de savoir aussi de manière assez factuelle que Kevin, il maîtrise sur le bout des doigts telle compétence en usinage, mais un peu moins telle compétence lorsqu'il s'agit de faire de l'assemblage. OK, ça peut être génial pour lui qui développe de la compétence sur la partie assemblage. Donc, je pense que c'est comme ça qu'elle doit vivre, c'est par le manager, par le fait de donner du sens, tu vois, au manager sur vraiment à quoi ça va me servir de piloter mes compétences, moi, dans mon job du quotidien de manager. Et le Graal ultime, c'est vraiment de faire en sorte que ces outils ne soient pas juste des outils, mais soient vraiment des facilitateurs du quotidien sur tous ces sujets d'absentisme, de développement des compétences. Je me suis trop emballée sur ma réponse. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute après ça? Je sais pas. Si, je sais que tu as trouvé. Non, mais Voilà. oui, non, mais hyper d'accord avec toi sur tout. Nous, ce qu'on voit sur le terrain aussi, c'est effectivement, en fait, si l'origine de la démarche est bien pensée, euh, ça colle. C'est-à-dire que si la démarche GEPP, elle est à la fois bien au fait au moment où elle est structurée et construite des enjeux stratégiques, et, et vraiment le et, il est hyper important, des enjeux terrain. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas que ce soit une démarche qui a été pensée en chambre close du côté du siège, ni que sur le terrain, parce qu'en fait, c'est pareil, c'est un moment, ça va pas coller quoi. Donc vraiment, voilà, il faut bien prendre en compte les deux réalités. Euh, Déjà, ça c'est un premier point de départ. Et après, effectivement, et ça je suis complètement d'accord avec toi, c'est des outils. En fait, c'est des outils qui doivent être pensés et structurés pour être utiles aux managers. Nous, ce qu'on voit, un des exemples que je pense est le plus parlant, c'est des matrices de polyvalence. En fait, effectivement, comme tu disais, le manager, on a ça chez les clients, en fait, tous les 3 mois, c'est énorme, hein, mais tous les 3 mois, le manager fait son éval sur toute, toute sa chaîne, voilà, sur le site de prod, vraiment tous les salariés sont mis à jour tous les 3 mois, ce qui est extrêmement régulier. Mais en fait, les managers le font parce que pour eux, c'est un gain de temps considérable, exactement comme tu disais, dès qu'il y a une absence, dès qu'il y a un changement, dès qu'il y a une montée en cadence, dès qu'il y a un imprévu, etc. euh, ils ont leur fichier où ils savent que euh, ces compétences-là sont maîtrisées par assez de personnes. Les personnes maîtrisent assez de compétences différentes pour être polyvalentes. En fait, c'est un outil de prod. C'est vraiment un outil de Oui. prod. C'est pas un outil Parce RH. qu'en fait, tu le fais matcher avec ton plan de production, tu vois. Exactement. Tu le fais matcher avec ton plan de production et c'est là que oui, ça devient un outil du quotidien, tu vois, où limite c'est ouvert tout le temps parce que on sait bien que chaque jour on va avoir des aléas, une Exactement. panne en panne, un opérateur qui peut pas bosser juste parce que la 2234 elle est en panne. Ok, il a quelles compétences? Où est-ce qu'on peut le repositionner pour qu'il soit pas à l'arrêt total? Enfin.
je, Ouais. je pense que oui, ça doit vivre comme ça. Et ce que tu dis, si je me permets de rebondir, j'adore ce sujet, je pense que ça se voit. Mais ce que tu dis, c'est aussi crucial. Alors, moi, je vois deux écueils. Je vois l'écueil de, effectivement, c'est fait juste au RH pour servir au RH. Zéro intérêt. Enfin, franchement, Clairement. ou alors l'intérêt, c'est purement et simplement de se dire, bah, j'ai un peu de traça et ça va m'aider justement pour alimenter mes négos GEPP. Bon, ben, les négos, elles vont pas être bonnes. Deuxième écueil que je vois, et ça, c'est un peu le pendant pour ceux qui passent du temps en prod, ça va vous parler. C'est un peu l'effet pervers des démarches ISO Hmm. de Ouais, manière de assez ouf. poussée. Ah bah ouais. Où du coup, il y a un niveau de granularité extrême sur des matrices de compétences qui sont plus ou moins imposées par la norme ISO ou par les clients. Ça, je le vois beaucoup, tu vois, en Ouais, auto ou en ouais, bien AMO, sûr. par exemple. Hmm. Mais en fait, c'est pas du tout exploitable parce que c'est limite, tu vas avoir un type de compétence par type de produit, par type de pièce précise, et là, on s'en fout. C'est pas Hmm. le but. Ça, c'est pas le but. Ça, dans ces cas-là, si vous voulez, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça sera pas une matrice de polyvalence. Ça sera un outil de pilotage qualité dédié C'est de la en... qualité. Ouais, Ouais, c'est exactement. de la qualité. Mais ça n'est pas un outil Hmm. d'exploitation pour piloter la compétence. Et là, le manager, il en a rien à faire. Enfin, Ouais. donc, Ouais. tu vois, ça, c'est vraiment les écueils que je vois, en fait. Il faut pas, donc, en gros, il faut se mettre à la place de quel est le besoin du manager? En quoi mes outils de pilotage RH vont servir surtout au manager. Reconsidérer, j'en reviens, je suis un peu relou avec ça, mais à la philosophie Toyota et la philo de Taishi Ono, c'est le cercle. On doit se trouver dans le cercle. Le cercle, c'est la prod. Comment je sers la production au travers d'outils de pilotage. Notre client interne, ça reste la production. On ne doit pas Ouais. tout faire pour eux, mais notre client interne, c'est la production. Donc, comment par mes outils, je sers la production? C'est la seule manière pour faire en sorte que, en tout cas, la démarche, elle puisse vivre. Ouais, complètement d'accord. Et je rajouterais juste, on parlait des partenaires sociaux tout à l'heure et des accords. Euh, c'est un super levier aussi pour faire vivre. En fait, si jamais on a bien fait sa démarche et qu'on a réussi à la construire en alliance avec les partenaires sociaux, parce qu'ils comprennent les enjeux, ils comprennent la question du maintien dans l'emploi, ils Eh comprennent ouais. aussi que ça sert l'entreprise, bah, ils sont aussi partie prenante et moteurs pour faire en sorte que les outils soient adaptés et donc utilisés. Et ça aussi, je pense que c'est, enfin, trop souvent, on voit de la méfiance encore sur la gestion du sujet avec les partenaires sociaux. On a une dernière question. Il va falloir qu'on fasse fissa parce qu'on Allez, n'est pas dans les efficace, timings. On est à efficace. 56 minutes, Alex. On écoute et on répond, voilà, on mouille le maillot, tu vois, mais on répond cash, quoi. OK? Parfait. Allez. Allez, on écoute. Bonjour Claire, bonjour Alexandre. Moi j'ai une question. Comment on fait pour que les managers identifient vraiment les compétences critiques dans leurs équipes? Parce qu'entre ce qu'ils pensent prioritaire, ce qu'on voit côté RH et ce qui manque vraiment sur le terrain, bah, en fait, c'est jamais pareil. Marrante celle-là. OK. Ouais, bah, elle est marrante et effectivement, elle est super intéressante. Je te laisse répondre. Euh, moi, en vrai, je suis assez surpris. Je suis assez surpris de cette question parce que euh, quand moi, ce que je vois plutôt sur le terrain, c'est que effectivement, les managers ont une bonne capacité à sentir les compétences qui posent problème sur les lignes de prod. Euh, Si jamais c'est pas le cas, dans ce cas, je dirais il faut travailler les questions. Il faut travailler les questions qu'on leur pose pour qu'effectivement ils arrivent à bien identifier qu'est-ce qui fait qu'une compétence est critique. Euh, et aussi, si jamais l'équipe RH est convaincue que les compétences qui sont remontées sont pas les bonnes, peut-être quand même de creuser pourquoi est-ce qu'elles ont été remontées. Enfin voilà, moi j'ai plutôt une alors, encore une fois, c'est peut-être mon côté optimiste, hein, mais j'ai plutôt une assez bonne confiance dans le fait que si jamais ils sont bien cadrés et qu'ils ont une bonne, encore une fois, une bonne grille de décision pour les aider à trancher sur qu'est-ce qui fait qu'une compétence est critique ou pas, euh, les managers vont avoir plutôt une bonne vision et un bon ressenti sur les choses. Mais du coup,
et ça, je pense que tu vas pouvoir me compléter parce que tu es encore plus technique que moi sur le sujet. L'enjeu, c'est effectivement de bien cadrer la grille de décision qu'on leur met à disposition pour qu'ils Ouais. fassent les bons choix. Non, mais en fait, c'est ça. Et en fait, il faut aussi se dire que le manager, il a ses propres biais cognitifs, hein. C'est vrai. Donc forcément, on peut avoir comment dire, des affinités avec telle ou telle personne qui vont biaiser notre évaluation. Ça, c'est une réalité. C'est pas facile. Et souvent, ça, pour le coup, les managers le savent. Bah oui, mais sur quels critères je vais évaluer que telle compétence, en fait, elle est critique, etc. Donc, c'est toujours délicat quand on rentre vraiment sur ce sujet d'évaluation parce qu'on a nos biais cognitifs. On le sait pas forcément. On sait pas forcément mettre les mots sur ce sont des biais cognitifs qui nous jouent des tours. Mais généralement, quand même, sans le nommer, les managers ont conscience que, ouais, je suis pas sûre que je sois franchement capable comme ça, sans filet, de déterminer quelles compétences sont critiques. Et si on n'écoute que un peu les candidatons sans factualiser, parce qu'il y a ça aussi, tu vois, il peut y avoir, ça peut être tronqué par la perception de ce que vont nous remonter nos équipes, de dire ah non mais attends, là moi je suis complètement sous l'eau, j'ai telle compétence et concrètement bah quand je suis pas là ça marche pas, enfin tu vois. Je te dis ça, c'est des choses que j'ai un peu entendues en tant que manager et en fait quand tu creuses, tu te dis bah non en fait quand t'es pas là, t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui gère. Mais parce que c'est de la peur. Tu vois, Ouais. je juge pas, ça peut être de la peur. Mmh. Donc le manager, il peut être paumé un peu aussi avec tout ça. Donc effectivement, il faut vachement factualiser et déjà commencer par poser, bah, c'est quoi une compétence critique. Et en fait, il y a 4 types de compétences critiques. La première, c'est ce qu'on va appeler la compétence rare. C'est typiquement quand on dit, bah oui, là j'ai une pièce spécifique pour faire du repoussage manuel. Je prends cet exemple parce que franchement, c'est le métier le plus technique que j'ai pu découvrir dans l'industrie. Je disais, mais waouh, comment c'est possible de faire ça? Et en l'occurrence, c'était vraiment Gérard que j'ai regardé faire du repoussage. Et là, c'était typiquement le sujet. Il y a que Gérard qui sait faire ça, sauf que Gérard, il a 62 ans, qu'il s'en va, et que c'est un savoir-faire qui est difficilement transmissible parce que tout est dans sa tête. Ouais. Ça, typiquement, il y a qu'une personne ou 2 personnes. Ça peut être le cas aussi, j'ai un robot de soudage, il y a qu'une personne qui sait régler le robot de soudage. Hyper classique, hyper classique. Et elle est rare aussi sur le marché. Mon Gérard, avant de le trouver sur le marché de l'emploi, Ouais. non, ça n'existe plus. Enfin, tu vois, c'est des compétences qui Clairement. n'existent plus. Donc, la rareté. Ensuite, il y a la notion de la compétence qui est indispensable. Celle sans laquelle, clairement, l'atelier ou la ligne de prod, elle ne tourne pas. C'est aussi simple que ça. Typiquement, je suis dans un atelier d'usinage. Je vais avoir des machines 3 axes et 5 axes. Il y a des régleurs hein, qui vont venir régler les machines. Si j'ai qu'un régleur dans l'atelier, que le régleur est pas là, Ouais. bah faut espérer qu'on ait des grandes séries pendant qu'il est pas là, hein, parce que Ouais. sinon on est mal. Clairement. Voilà, ça c'est un exemple. Donc là, on est sur la compétence indispensable. Après, on a la compétence qui va être sensible. Bon, celle qui touche à la sécurité, à la qualité ou au client. On a un risque immédiat d'accident, de non-conformité, etc. Et enfin, on va avoir la compétence stratégique, celle qui est critique parce que, et ça renvoie à nos sujets de la vision stratégique, je souhaite développer un nouveau produit. Ah, je sais pas, j'ai pas d'exemple, c'est dommage là qui me vient en tête, mais je souhaite développer un nouveau produit qui nécessite des compétences en assemblage carbone. Je te dis n'importe quoi. J'ai personne qui sait faire du carbone. Bah, là, on est sur une compétence critique. Elle Ouais. est critique parce qu'elle est stratégique pour Pour le porter la lancement d'un vision de la produit, boîte. pour ouais, etc. Ouais. Exactement. Donc là, on va retrouver un peu les 4 types de compétences critiques. Donc en fait, pour les évaluer, il faut déjà passer par ces filtres-là. Mais ça, je crois que j'ai tout détaillé dans la formation qui va sortir dans la verticale Indus. En Exactement. long, en large et en travers, avec Avec des tout le exemples. détail, toute la méthode, tout, ouais, clairement. Exactement. Donc une compétence critique, contrairement à ce qu'on peut penser, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Bah c'est pas forcément celle qui est la plus technique, mais c'est celle qui, en gros, si elle disparaît, met un peu en péril la prod. Ouais. Et Voilà. je te rejoins vraiment sur cette idée aussi de c'est pas celle qu'on a le plus en tête.
Non, Parce on en a aussi des fois qui sont critiques sans qu'on les identifie, parce que juste il y a Gérard qui fait pas de vagues, qui est toujours là. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que Gérard, il est plus là dans un Gérard, an. mais Ouais, puis Gérard, il peut se péter le dos. ouais, Donc, clairement. ouais. Des fois, faut chercher un peu, voilà. Hmm, En tout cas, faut factualiser effectivement, et on exactement. donne toute la méthode. On est à 1 h 3 minutes. On n'est pas si mal dans le timing, Alex. Je propose qu'on conclue là-dessus. Je pense qu'on a assez bien géré en mouillant quand même le maillot là sur ces questions qui étaient quand même pas mal challengeantes. En termes de SAV des compétences, là, effectivement, je pense qu'on était pas mal. Donc, Alex, merci. Merci Grand aussi plaisir. à ceux et à celles qui nous ont fait part de leurs questions parce que hyper précieux. Et en plus, vous avez super bien compris l'exercice que je sais pas ce que tu en penses, mais on était pile en ligne avec, vraiment l'ambiance et puis ce qu'on cherchait, tu vois, en Clairement. termes de matière pour pouvoir y répondre. Ouais, et d'honnêteté dans les questions, qui sont effectivement des fois des questions qui peuvent sembler être basiques et classiques, mais en fait, c'est aussi en revenant à la base, et Ouais. à la base des concepts qu'on comprend mieux comment se les approprier. Mais complètement. Alors, nous, on va enchaîner notre enregistrement. Mais pour vous, auditeurs, on vous retrouve donc On vous lundi laisse une prochain. pause. Ouais, on vous laisse une pause. Nous, on va même pas en prendre parce qu'on est bilingue. Donc, on vous laisse là-dessus. On se retrouve donc la semaine prochaine et on passera voilà, au niveau 2 sur la partie du SAV des compétences. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura donné, voilà, des idées de ce qu'on va apporter dans le QGRH, dans cette fameuse communauté, dans cette fameuse verticale dédiée aux enjeux de l'industrie. Sachez qu'il n'y aura que dans cette verticale aussi industrielle que vous allez trouver vraiment des formations hyper précises et hyper adaptées aux enjeux industriels. Donc surtout, voilà, restez dans le coin. Ça s'ouvre bientôt. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire là au QG. Je mettrai le lien juste en dessous, comme ça vous serez les tout premiers à faire partie de la verticale industrie. Le QGRH aujourd'hui, c'est en accès libre, c'est gratuit, tant qu'on veut du monde. Voilà, ça va vraiment être super chouette. Et au moins, vous aurez un vrai espace d'entraide, de partage, de réflexion, d'information, de formation. Et promis, on va être sympa. J'espère qu'on vous a donné envie. Et on va continuer à co-construire avec vous, donc vraiment on vous attend. N'hésitez pas. Bon, eh ben, en tout cas, merci Alex, merci à vous. Merci à toi. Le mieux aussi, c'est de nous suivre sur LinkedIn pour que vous puissiez effectivement suivre l'ensemble des actifs. On se voit bientôt au QG en tout cas. Merci Alex. Merci à toi. Salut, bye. Encore merci de nous avoir écoutés. Il est temps de se retrouver lundi avec un nouvel invité. C'était Claire Tenaillot, fondatrice de Be Wanted, et vous venez d'écouter un épisode de l'industrie qui fait envie. Bon, pour être certain de ne rien manquer, pensez à vous abonner, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Surtout, pensez à laisser un avis 5 étoiles pour lui donner de la visibilité. Allez, à bientôt sur l'industrie qui fait envie.